Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler en fait du Bitcoin et on va notamment parler des deux principales stratégies aujourd'hui en fait pour s'exposer à ce marché. En l'occurrence, on va avoir l'investissement d'un côté et le trading de l'autre. Et je me suis dit tiens, aujourd'hui je remarque encore que dès qu'on va avoir des phases un petit peu indécises, des phases un petit peu de panique, on va toujours avoir quand même beaucoup de personnes, pas forcément tout le monde, mais en tout cas beaucoup de personnes qui vont de nouveau se retrouver complètement dans le flou, à ne pas savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut faire du trading? Quand on est investisseur, normalement en tout cas, on doit absolument pas porter intérêt aux fluctuations de prix à court terme. On doit absolument pas regarder en fait par exemple des vidéos de personnes qui font du trading, de personnes qui font de l'analyse technique par exemple, parce que ça n'importe pas, absolument pas. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui savent pas quoi faire, qui au début se disent c'est bon, je vais investir, je commence à faire de l'investissement et dès que il y a un petit peu de doute, un petit peu d'incertitude, on sait plus quoi faire et boum, on fait du trading et en fait, on fait un petit peu la girouette comme ça, on bascule investissement trading et on sait pas quoi faire et au final, en général, c'est pas le meilleur moyen pour investir et en général, on fait bien cramer le capital. Donc aujourd'hui, on va reparler de l'investissement, réexpliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et surtout quels sont les problèmes aujourd'hui de faire de l'investissement dans le marché des crypto-monnaies. On va faire exactement le même exercice par rapport au trading. On va surtout ensuite, dans une troisième partie, voir ce qu'il faut absolument prendre en compte avant de mettre un pied en fait dans le marché des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui est quand même, on va dire, assez particulier. Et on va également parler de pourquoi est-ce que les investisseurs, je précise bien, les investisseurs ne peuvent pas se protéger correctement de la volatilité et ils doivent la subir et l'accepter. Et ça, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, en fait, ça n'est pas accepté. Ça veut dire que on veut investir, mais on veut pas en fait subir cette fameuse volatilité. Donc, on va un petit peu en fait parler de tout ça aujourd'hui. Ça tombe bien, il se passe pas grand-chose sur les marchés financiers, donc moi j'ai un petit peu plus de temps pour le coup. C'est vrai que quand les marchés bougent, moi en fait je fais l'inverse de ce qu'il faudrait, quoi. C'est-à-dire que quand les marchés bougent, moi on va dire que je suis occupé à gagner de l'argent dans les marchés. Et j'ai pas du tout le temps en fait de faire des vidéos. Et par contre, quand il y a plus rien à faire, quand le marché est en train de dormir, de consolider en fait comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, pour le coup, je peux faire beaucoup plus de vidéos. Donc j'ai quand même prévu pas mal de vidéos qui vont arriver. On va également faire une vidéo sur comment survivre à une phase baissière, à un bear market. Bien sûr, ce mot c'est pas un gros mot. Il faut pas avoir peur en fait de le dire. Même si on est haussier sur le long terme, on peut bien évidemment parler en fait des cycles et des cycles baissiers. Ça veut absolument pas dire qu'on est actuellement en fait dans un cycle baissier. On peut effectivement tourner dans un cycle baissier, mais rien n'est encore joué pour l'instant. Mais c'est quand même important d'en parler, d'expliquer en fait pourquoi justement est-ce que ces phases-là en fait sont les meilleures phases pour investir. C'est pas en fait quand le marché est en train de monter qu'il faut investir, c'est justement quand le marché est en train de baisser, voire de ranger. Mais bon, ça on le verra en fait pour le coup dans une prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici à peu près une semaine. Avant que je commence cette vidéo, si vous voulez recevoir en fait ma prochaine lettre d'investissement dans laquelle je ferai bien évidemment l'analyse du Bitcoin, écoutez, elle va partir d'ici quelques jours, donc le lien pour s'inscrire, c'est comme d'habitude en description. Alors, investir. Investir, c'est quoi? Si on reprend en fait vraiment la base, quoi. Avant tout, c'est croire dans les fondamentaux d'un projet, croire qu'un projet peut être amené à croître, à se développer et à être utilisé dans le futur. En gros, on va dire que c'est toutes les personnes qui vont acheter, en l'occurrence là, des crypto-monnaies pour jouer en fait sur l'aspect technologique, sur la démocratisation et l'utilisation en fait de la technologie en fait qui est développée par le projet dans lequel vous avez investi. Et concrètement, ça s'arrête un petit peu à là. L'investissement, c'est uniquement on se base sur les fondamentaux. Si les fondamentaux sont intéressants, et là on passe à la partie suivante. Ça veut dire est-ce que c'est maintenant qu'il faut acheter ou non. Donc justement, le quand acheter les projets. En général, ceux qui font les meilleurs coups en investissement, ce sont ceux qui vont acheter en fait quand personne ne parle d'un projet, quand personne n'est intéressé par un projet, ou alors si cette personne a un minimum de compétences en analyse technique. Et attention, c'est important de pas faire de parallèle entre faire du trading et faire
de l'analyse technique. Ce n'est absolument pas similaire. Un trader va être amené à utiliser l'analyse technique, tout comme une personne qui fait de l'investissement peut être amenée à utiliser l'analyse technique pour justement rentrer au mieux dans le projet en fait dans lequel il veut investir. Faire de l'analyse technique ne veut absolument pas dire qu'on est trader. Ça c'est important quand même de toujours le préciser. Donc soit si justement on est en train de déceler un début en fait de tendance haussière, dans ce cas-là effectivement ça peut être intéressant de se positionner à l'achat. Très souvent, la plupart des personnes qui font de l'investissement, pour se simplifier un petit peu la vie, ils vont faire ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. Ça consiste à investir en licence, en prix moyen d'achat. C'est l'une des meilleures méthodes pour investir aujourd'hui, notamment si on est débutant. Ça permet en fait de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas investir tout son capital à un instant T et très souvent en fait de se tromper et de certainement pas acheter au meilleur moment. Donc ce qui est toujours recommandé, et c'est ce qui a marché le plus aujourd'hui, je peux le voir en fait sur les personnes qui ont suivi mes premières formations, qui aujourd'hui ont gagné des centaines, voire des millions de dollars grâce aux crypto-monnaies. Ils ont appliqué les stratégies toutes bêtes du DCA pour s'exposer justement au projet. Bien évidemment que le DCA, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, est bien plus intéressant dans une phase de marché baissier ou de marché qui est en train de consolider et non pas en fait dans un marché qui est en train de monter. Alors le problème aujourd'hui de l'investissement dans les crypto-monnaies. Bon, déjà en fait le premier problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent, et c'est pas forcément on va dire méchant ce que je dis, mais c'est le constat que moi j'ai pu faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent, qui sont là en fait pour investir, mais qui en fait sont attirés par l'argent, le gain, très souvent le gain rapide, et concrètement les fondamentaux, j'ai envie de dire que ça passe au-dessus de la tête et c'est pas forcément hyper intéressant. Donc ça c'est quand même malheureusement aujourd'hui une triste réalité, c'est que beaucoup parlent d'investissement, mais en fait il y a peu de personnes qui font réellement de l'investissement, qui vont acheter des projets sur une base de fondamentaux solides parce que les conditions d'entrée en fait sont respectées et qui vont ensuite s'en tenir à un plan. Très souvent sur du long terme, on n'investit pas en fait pour un mois en général, on va investir pour au moins on va dire plusieurs années, ça peut être 3, 4, 5 voire 10 ans et qui vont s'en tenir. Ces personnes sont effectivement des investisseurs et c'est pour ça que malheureusement aujourd'hui il y en a quand même pas tant que ça en fait des vrais investisseurs dans ce marché. Alors justement j'ai essayé un petit peu de catégoriser les différents types d'investisseurs entre guillemets qu'on peut retrouver aujourd'hui. Bon, d'un côté on va avoir les collectionneurs. De nouveau, c'est pas péjoratif. Ça va être des personnes qui vont acheter des projets parce qu'ils peuvent effectivement croire que les fondamentaux sont excellents, que le projet justement est amené à être utilisé. En fait, donc jusque-là, il n'y a aucun problème, mais qui vont tellement être attachés à leur projet qu'ils vont être incapables de le vendre. Et qui dit investissement dit bien à un moment revente. Surtout en fait dans un marché qui est autant volatile, qui va autant subir les cycles, ne pas en fait se délester de ces tokens lorsque c'est le moment en fait de le faire, malheureusement c'est pas forcément une bonne idée. Alors après, vous me direz, si on a vraiment un horizon de temps à long terme, pourquoi pas? Mais le but c'est bien de les vendre un jour et pas uniquement en fait de les garder pour les collectionner. Voilà. Donc ça il faut quand même bien en être conscient. Et le problème c'est que plus vous allez détenir longtemps un actif, plus vous voudrez le conserver et plus il va être difficile de le vendre. Et pourtant, on ne sait jamais en fait ce qui peut se passer, mais peut-être qu'à certains moments, vendre c'est aussi une bonne idée. Donc c'est pour ça que ces types d'investisseurs-là, j'ai envie de dire que c'est pas du tout les pires, au contraire. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas être un collectionneur, mais être un investisseur, une personne qui va acheter un actif, qui peut le garder longtemps, mais qui n'aura aucun remords et aucun scrupule à le revendre quand il sera le moment en fait de le revendre. Ça c'est vraiment important, pas d'attache psychologique avec un actif. Ensuite, on va avoir ceux qui à la base veulent venir pour acheter des projets pour la technologie sur le long terme. Plein de personnes qui arrivent avec plein d'ambition de dire ouais moi je vais acheter du Bitcoin sur un investissement sur 3, 4, 5 ans, mais en fait au bout d'un mois le marché se retourne, il y a une petite baisse et boum ces personnes ont déjà tout vendu. Ça en fait c'est vraiment ceux qui ne sont attirés que par malheureusement les gains, la volatilité et l'espoir en fait de gagner beaucoup d'argent rapidement. Bon, vous savez très très bien que c'est pas forcément ces personnes-là qui vont gagner quoi que ce soit dans ce marché. Ensuite, on va avoir ceux qui investissent pour la technologie, qui ne se préoccupent absolument pas des fluctuations de court terme, qui vont être amenés, en tout cas je l'espère, être capables de revendre correctement leur actif, mais qui n'auront pas une attache psychologique, donc ce ne sont pas des collectionneurs, mais bien évidemment,
tout comme la première catégorie, hein, dès qu'on fait de l'investissement, surtout dans les crypto-monnaies, c'est un investissement à double tranchant. C'est soit on gagne, soit on perd tout. D'accord? Donc ça, on perd tout. On perd en tout cas beaucoup. C'est-à-dire que si vous investissez sur un actif, sur une longue période de temps, ça peut être payant. Mais si votre actif est complètement délesté et complètement à la ramasse, comme c'est souvent le cas dans le marché des crypto-monnaies, même si vous allez attendre 5 ans ou 10 ans, vous allez rien récupérer. Combien de projets qui existaient en 2016-2017 sont aujourd'hui encore bien capitalisés et ont aujourd'hui pris de la valeur? Ben en fait, je peux vous le dire. Il y a énormément de projets qui étaient très tendance en 2017. Hein. Par exemple, on pourrait prendre le projet comme Neo, comme le projet IOTA. On pourrait prendre le projet, le Int également. Vous regardez aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait lors de cette vague haussière. Où est-ce qu'ils en sont par rapport à 2017? Ben, en fait, vous avez bien compris que c'était pas forcément là-dedans qu'il fallait miser, en tout cas pour 2020-2021. Donc c'est pour ça en fait que long terme c'est bien, uniquement sur les actifs les plus solides. Et pour avoir les actifs les plus solides, en général, si vous voulez prendre peu de risques, allez chercher les actifs vraiment les plus capitalisés, Bitcoin, Ether, BNB. Là au moins vous êtes sûr d'être sur une valeur sûre. Tous les autres, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est plus spéculatif et vous prenez plus de risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres projets qui seront là en fait dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça veut juste dire que vaut mieux miser en fait sur les chevaux avec lesquels on a le plus de chances de gagner, quitte à prendre un petit peu moins de risques. Voilà. Et ensuite, on va voir ceux qui investissent lors des phases de baisse, des phases d'accumulation. Alors bien sûr, on peut se retrouver en fait dans plusieurs des catégories que là je suis en train de citer. Tant que vous n'êtes pas dans la deuxième catégorie, j'ai envie de dire que ça va. Il y a ceux en fait qui vont investir dans les phases de baisse, dans les phases d'accumulation, souvent avec des stratégies, comme j'ai pu le dire, classiques en mode DCA, qui vont profiter en fait des cycles haussiers, mais qui, comme pour la plupart en fait des investisseurs, vont se retrouver en fait dans la difficulté de vendre correctement. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes à passer en fait pour être un investisseur rentable. Déjà, il faut pas être un collectionneur. Ça veut dire qu'il faut être capable de vendre. Premier point. Mais être capable de vendre, ça veut pas forcément dire en fait qu'on va être capable de vendre correctement. Alors bien sûr, si on n'est pas soumis au biais psychologique classique et à commencer à paniquer à la moindre baisse, la question c'est quand vendre au bon moment. Et là pour le coup, vous verrez que c'est pas si simple que ça et que ça va demander en fait des compétences que tous les investisseurs malheureusement n'ont pas aujourd'hui. Et donc, on est souvent amené à faire rien. Donc faire du buy and hold. Le buy and hold en fait, c'est vraiment ne rien faire. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de vendre. Donc c'est pas forcément mauvais en fait dans le sens où ça vous évite de faire n'importe quoi. Par contre, vous allez faire du buy and hold, donc subir les cycles et donc subir la volatilité. Alors le buy and hold en tant que tel, c'est pas une mauvaise stratégie. C'est une mauvaise stratégie si en fait c'est tout votre portefeuille qui est exposé au buy and hold. Donc on peut avoir 20 à 30% de son portefeuille qui est exposé en buy and hold et ensuite une autre partie qui va être gérée de manière plus active. Pourquoi pas? Ça, c'est une excellente stratégie pour le coup. Mais être uniquement en buy and hold, en fait, c'est accepter quand même que son portefeuille peut subir des baisses de moins 80, moins 90%. Et ça, pour le coup, c'est pas compliqué, on va dire, à accepter quand c'est uniquement l'argent qu'on a investi, en fait, qu'on est en train de perdre. Et encore, parfois, c'est quand même douloureux en fonction du capital. Mais surtout, c'est encore pire quand vous avez des plus-values, quand vous avez investi, que justement votre portefeuille est beaucoup monté et que boum, il retombe. Perdre les plus-values, c'est quand même la chose la plus complexe qui peut être amenée justement après à faire des erreurs liées au biais psychologique. Alors, le buy and hold, par contre, moi je réfute toutes les personnes qui sont là à dire il y a que ça qui fonctionne. C'est complètement faux. Quand on dit ça, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Il faut avoir quand même un minimum l'esprit ouvert. Le buy and hold, oui, ça fonctionne durant les phases haussières. Mais ensuite, si vous continuez à faire ça durant les phases baissières, ça on pourra en parler en fait dans la vidéo justement pour parler spécifiquement des phases de bear market. Honnêtement, vous allez juste subir la baisse et détruire tout votre capital, ou en tout cas une très très grosse partie de votre capital. Donc à mon sens, le buy and hold, ce n'est clairement pas la seule stratégie qui existe. C'est surtout à mon avis en fait le résultat d'un manque d'expérience, d'un manque de stratégie de sortie efficace qui demande des compétences en analyse technique, analyse comportementale, la connaissance des cycles, des marchés financiers, avoir des stratégies en fait pour correctement gérer son risque et surtout, le plus important, l'expérience. Sans expérience aujourd'hui en fait dans ce marché, vous ne pourrez pas correctement arbitrer en fait vos choix et effectivement, plus on est débutant,
et plus il est conseillé de faire de l'investissement, du DCA et bien évidemment du buy and hold. Mais attention, ça c'est ce qui est conseillé au début, en fait, ça vous évite de faire vraiment plein de conneries, mais au fil du temps, vous devez absolument vous former, monter en compétences pour être capable ensuite de beaucoup mieux timer en fait les phases d'entrée et de sortie. C'est justement ce que nous on essaie en tout cas de vous expliquer dans la formation qu'on fait au sein de Club Invest. C'est vraiment vous apprendre toutes ces bases-là qui sont essentielles pour être capable de correctement sortir en fait de ce marché et ne pas juste se retrouver à faire du buy and hold. Donc de nouveau, c'est pas grave si vous le faites, même c'est très très bien sur un portefeuille de 20 à 30% par exemple, donc pondéré à 20 à 30% en buy and hold, mais attention à ceux qui ne font que ça, c'est très très dangereux d'avoir un portefeuille qui va être autant volatile. Et puis ensuite, on va retrouver les traders. Alors, trader, c'est pas forcément la bonne appellation, parce que moi, au final, je pense que aujourd'hui, il y a ceux qui font du buy and hold et ceux qui font une gestion beaucoup plus active. Donc c'est pas forcément des traders au sens du terme, mais en tout cas c'est des personnes qui font de la gestion active, qui vont utiliser tout un tas d'outils pour acheter les bonnes crypto-monnaies à des prix intéressants, avec un objectif bien évidemment en fait de générer de la plus-value sur une vision à plus ou moins court terme. Donc l'objectif c'est en priorité la gestion du risque, le contrôle de la volatilité, le contrôle de la perte maximale sur le capital et aussi souvent l'ignorance des fondamentaux en fait qui est pas forcément utile pour ceux qui font de la gestion active. Donc ça en fait c'est vraiment tous ceux qui vont être amenés à ne pas faire que du buy and hold. Les fondamentaux bien sûr qu'ils sont utiles, ils sont utiles quand vous êtes amené en fait à prendre du risque sur des petits projets comme par exemple les petits projets en fait qu'on peut retrouver autour de la DeFi sur Polygon, sur la Binance Smart Chain, etc. Là il faut effectivement bien analyser en fait les fondamentaux des projets pour rentrer en fait dessus, parce que tout simplement on ne peut pas appliquer de stratégie en fait qui vont consister à analyser les graphiques, parce que très souvent il n'y a pas de graphique, pas de liquidité ou peu de liquidité, et c'est uniquement tradé en fait sur des plateformes sur des DEX, donc c'est pas forcément très pertinent en fait de faire pour le coup de l'analyse technique. Donc là effectivement, il faut analyser en fait les fondamentaux et après il faut rentrer dedans plus en mode buy and hold, mais le hold limité sur une période de temps plutôt courte, parce que le but c'est quand même de profiter en fait des fluctuations à court terme. Donc les fondamentaux en fait sont parfois utiles, parfois un petit peu moins utiles. Par exemple sur le Bitcoin, l'Ether, ceux qui traitent le Bitcoin et l'Ether, honnêtement les fondamentaux sont pas très utiles pour ces personnes-là qui eux vont uniquement se baser en fait sur d'autres indicateurs autres que les indicateurs fondamentaux. Même si, à mon sens, c'est quand même pertinent de faire un petit peu des deux et notamment de se baser aussi sur les indicateurs fondamentaux. En fait, c'est ce que moi je fais, même si ils ont bien évidemment leurs limites et que la réalité, en fait, aujourd'hui, qu'on va avoir au niveau du prix du Bitcoin peut être en décorrélation avec les fondamentaux. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, on peut pas uniquement se baser que sur les fondamentaux. On peut par contre se baser que sur les indicateurs techniques, l'analyse technique en tant que telle, par contre, pour prendre des décisions. Donc, les fondamentaux, c'est aussi extrêmement intéressant, mais plus pour les investisseurs, notamment dans les phases baissières et les phases de range, où là, on peut s'exposer à un projet en particulier via une stratégie simple de type DCA sur des bons projets. Toujours important, des bons projets. Si vous achetez en fait des shitcoins, bien sûr que ça peut quand même prendre de la valeur, mais par contre il y aura une volatilité qui va être bien plus importante. Il suffit en fait de regarder qu'est-ce que va nous faire le Dogecoin ou le Shiba en fait dans les mois à venir. En fait c'est vraiment du casino. Ça monte énormément, ça baisse énormément. C'est pas là-dessus en fait que vous allez vraiment être capable de gagner de l'argent sur une longue période de temps. Si on fait du trading à court terme, pourquoi pas, en fait on peut s'amuser en fait dessus, mais concrètement sinon restez loin de toutes ces conneries, ça vous évitera en fait de vous faire cramer votre capital. Donc c'est une activité qui permet en fait de générer des revenus, mais surtout de se protéger en fait de la très très forte volatilité de ce marché. Donc il faut aussi comprendre que plus vous allez refuser la volatilité, et plus il faudra faire du court terme. Donc quand vous venez en fait dans les cryptos, cette volatilité il faut l'accepter. Si déjà vous n'êtes pas capable de vous prendre une claque à moins 15, moins 20% sur un capital, je pense que vous n'êtes pas du tout là où il faut et honnêtement, fuyez en fait les crypto-monnaies. Sauf si vraiment vous faites du day trading, de l'intraday, effectivement, là on peut être amené à gérer encore plus la volatilité, mais honnêtement, c'est pas ce qui rapporte le plus dans ce marché. Donc, quel problème aujourd'hui lié justement à la gestion active? C'est qu'en fait, sur le papier,
Tout le monde voudrait faire ça. Absolument tout le monde. Parce que là, dit comme ça paraît quand même vraiment hyper alléchant. Et pourtant, dans la réalité, il y a très très peu de personnes qui sont capables de vraiment prendre les bonnes décisions, d'être capable de protéger correctement son capital et d'avoir de beaux résultats sur le long terme. Parce que tout simplement, l'investissement, c'est beaucoup plus simple et ça fonctionne beaucoup mieux, notamment si on n'a pas beaucoup en fait d'expérience. Ça demande de la patience, bien évidemment, un minimum de connaissances dans la construction de portefeuille, mais c'est simple et tout le monde peut y arriver. Alors que pour le coup, faire de la gestion active, ça demande beaucoup plus de compétences, mais surtout beaucoup plus d'expérience. Et ça, il faut absolument le prendre en compte. Donc ça, j'espère que maintenant, c'est quand même beaucoup plus clair. Et surtout, ça demande une gestion des émotions et une rigueur qui est irréprochable. Parce que sinon, honnêtement, vous allez juste faire n'importe quoi. Allez, maintenant, on passe à la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir quand on met les pieds dans le marché des crypto-monnaies. Bon, déjà, je vais un petit peu me répéter, mais ce que je viens de dire, si vous avez peu de temps, peu d'expérience, et qu'en plus de ça, le trading, ça vous intéresse pas forcément, honnêtement, faites que de l'investissement long terme avec des stratégies simples. Coupez-vous du bruit. Vous vous en foutez en fait de savoir ce que Pierre, Paul ou Jacques vous disent sur leurs vidéos d'analyse technique ou tout ce que vous voulez. On s'en fout royalement. C'est que du bruit. D'accord? Ça ne sert absolument à rien. Juste, vous investissez sur les principaux actifs avec toujours du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et quelques autres grosses capitalisations en fait dans le portefeuille. Vous faites ça sur une longue période de temps et vous ferez mieux que la plupart du marché. Honnêtement, vous ferez beaucoup mieux. Donc ça, c'est quand même ce que je conseille toujours aujourd'hui, notamment pour les débutants et pour sortir en fait du marché. Mais vous le savez, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus facile de rentrer correctement que de sortir en fait correctement de ce marché. Fixez-vous des objectifs, ne soyez pas trop cupide pour le coup et surtout formez-vous, c'est important, à tout ce qui va être analyse technique de base, gestion du risque et au cycle de marché. Très important. Si vous êtes là pour la technologie, soyez-le vraiment. Ne vous mentez pas à vous-même. Si vous êtes là pour l'argent et surtout l'argent rapide, bah écoutez, vous allez juste vous faire plumer. Voilà. Ensuite, ne jonglez pas entre trading et investissement. Et ça, je le vois tout le temps. Quand ça monte, j'ai l'impression en fait que tout le monde fait du buy and hold. Voilà, on voit tout le monde commencer à dire buy and hold, buy and hold. Quand ça monte, tout va bien, le portefeuille monte, etc. Et puis, dès qu'il y a une baisse, dès qu'il y a une correction, dès qu'il y a une phase indécise, plus personne ou quasiment plus personne fait du buy and hold, sauf ceux qui vont vous dire tout le temps buy the dip, buy the dip. À chaque fois qu'il y aura une baisse, ils vont être là à vous dire buy the dip, ce qui n'a absolument aucun sens, parce qu'on n'achète pas juste un dip. Surtout si le marché est en train de se retourner, c'est vraiment une chose qui serait vraiment stupide en fait de faire. Mais surtout, on a l'impression que tout le monde est redevenu trader. C'est-à-dire que là maintenant, tout le monde va regarder, attention, qu'est-ce que lui dit, est-ce qu'il dit que ça va monter, que ça va baisser, etc. Et puis il y aura des batailles d'ego entre eux, non mais moi je suis bear, moi je suis bull, etc. Tout ça on s'en fout. On s'en fout mais royalement en fait, j'ai envie de dire. Donc ne jonglez pas entre le trading et l'investissement. C'est soit vous faites du trading, soit vous faites de l'investissement. Si vous faites un petit peu de tout, en fonction de l'humeur, du marché, en fonction de vos émotions, en fait, c'est juste le meilleur moyen de faire n'importe quoi et de juste cramer une fois de plus son capital. Donc, on peut bien évidemment faire de l'investissement, puis après faire du trading, mais si vous commencez à faire la girouette en fonction du marché, honnêtement, c'est le meilleur moyen de juste faire n'importe quoi. Donc, concentrez-vous sur une des deux activités et si effectivement après vous êtes beaucoup monté en compétences, oui, vous pouvez en gérer deux, bien évidemment, mais on peut pas commencer et vouloir tout faire. Également, le trading, c'est une activité qui demande du temps, beaucoup de temps. C'est pas 5 minutes par jour, d'accord? Comme on pourrait parfois vous le faire croire, c'est bien plus de travail que ça. Surtout, les premières années, c'est énormément de boulot. Donc ça, il faut le prendre en compte. Si vous n'avez pas le temps, ne faites pas de trading. Ça sert absolument à rien, vous n'aurez pas le temps de correctement vous former. Ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc le trading, c'est une activité qui est difficile, qui fait rêver, mais qui est extrêmement difficile. Il faut une maîtrise parfaite des émotions, il faut du temps. C'est un boulot à temps plein. Bien sûr, on peut commencer avec un boulot à côté, mais il faut quand même faire ça tous les jours ou de manière vraiment très régulière. Et ça demande beaucoup en fait de rigueur de travail. Le trading, juste, je vais terminer en fait là-dessus. Ça ne consiste pas à jouer à Nostradamus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que les traders font des prédictions. Personne ne prédit quoi que ce soit. On n'est pas là pour prédire. On est là pour jouer les probabilités. Uniquement ça. Un trader ne passe son temps qu'à faire ça.
il va jouer en fait le scénario qui va être le plus probable avec une gestion du risque. Il va se tromper une fois, deux fois, mais à force de jouer en fait le scénario qui a le plus de chances de se produire, il y a bien des fois où il aura raison. Et si on gère correctement son risque, on va plus gagner que ce qu'on perd. Point barre. Le trading, c'est uniquement ça. Ça ne consiste pas à deviner la météo en fait qui fera demain ou la météo du marché. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Et on va terminer donc maintenant. Pourquoi est-ce que les investisseurs en fait ne peuvent pas se protéger de la volatilité? Eh ben, pour trois raisons. La première, c'est que les retournements de marché sont trop rapides. On l'a vu sur les altcoins. Ça monte et ça se retourne de manière extrêmement brutale, où notamment en quelques heures, voire en quelques jours, on peut perdre 10, 15, 20%. Donc, un investisseur de long terme, il peut pas réagir. C'est pas possible en fait. Pour réagir, il faut être devant les écrans. Donc, il faut être trader. Voilà. Il faut être trader ou faire une gestion active en étant tous les jours en fait devant les écrans. Là, effectivement, on peut voir les retournements et on peut correctement sortir, mais sinon, c'est juste pas possible. Donc ça aussi, il faut bien l'accepter. Et ceux qui font de l'investissement, mais qui sont scotchés aux écrans tous les jours, ben en fait, autant faire du trading. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une perte de temps. Parce que vous appliquez une stratégie en fait qui techniquement demande pas de temps, mais vous passez un temps monstre scotché en fait devant les écrans, parce que vous voulez tout le temps surveiller en fait les graphiques. Donc là, pour le coup, faites directement du trading, quitte à au moins optimiser et à utiliser en fait le temps passé, parce que sinon vous perdez votre temps. Ensuite, les meilleurs moments pour vendre, ben en fait c'est pour le coup en fait quand le marché monte. Et de nouveau en fait la grande problématique en fait pour les investisseurs de long terme, c'est que il faut pas vendre trop tôt, comme ceux qui ont par exemple vendu leur Bitcoin dès qu'on a cassé en fait les 20 000 $. Il y a eu plein de personnes qui ont commencé justement à dire que là il fallait vendre leur Bitcoin. Il faut pas non plus en fait les vendre trop tard. Pour le coup, ça aussi c'est clairement une problématique. Même si parfois, même si on vend un petit peu tard, on a quand même fait une belle plus-value. Mais voilà, c'est un petit peu le dilemme. Et pour être capable de ni vendre trop tôt, ni vendre trop tard, il n'y a pas de secret. Il faut, ce que j'ai pu vous dire auparavant, il faut maîtriser au moins les bases de l'analyse technique, comprendre les cycles de marché et avoir surtout beaucoup d'expérience. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne pourrez pas correctement sortir du marché, sauf par feeling, et parfois vous aurez de la chance, et parfois vous n'aurez pas de chance. Donc ça, c'est pas une façon de faire. Le feeling, c'est pas une façon de faire. Et ensuite, dernier problème, ça j'ai pu le dire justement au début, à force de conserver des tokens sur une longue période de temps, et ben en fait, on s'y attache et on prend le risque en fait de basculer en collectionneur, donc à ne pas être capable de vendre. Donc déjà que vendre au bon moment, c'est compliqué. Si en plus de ça, vous êtes attaché psychologiquement à un token, en fait, vous serez incapable de vendre correctement. Et malheureusement, ceux qui vont vendre, c'est durant les phases de capitulation, quand le prix s'est déjà en fait complètement effondré. Donc vraiment, faites attention avec tout ça. Donc beaucoup d'infos en fait pour le coup dans cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça va quand même beaucoup vous aider à avoir beaucoup plus de rigueur et à vraiment choisir en fait votre camp. Vous faites de l'investissement, vous faites de la gestion active. Si vous avez l'expérience, on peut bien évidemment faire un petit peu des deux avec un portefeuille de buy and hold par exemple, en mode investissement classique à hauteur de 20 à 30% du capital. Pourquoi pas? Mais attention, faites les choses dans l'ordre et commencez par les stratégies les plus simples. Donc l'investissement et surtout ne faites pas la girouette dès que le marché commence un petit peu à corriger. Dans la plupart des cas, ceux qui acceptent cette volatilité et qui sont les vrais investisseurs de long terme, en fait, ils regardent même pas cette vidéo. Ils sont déconnectés en fait du bruit, des médias, des réseaux, de YouTube, parce qu'en fait, ça n'a absolument aucune importance. Et ceux qui ne l'acceptent pas sont ceux en fait qui sont souvent ultra connectés, toujours à l'affût en fait de la pépite qui va les rendre riches. Bon, ça, je pense que, en tout cas, j'espère que vous vous êtes rendu compte que ça ne servait absolument à rien. Dans un marché bullish, quand je vois toujours ces vidéos en fait qui nous disent, qui essayent de nous prédire l'avenir pour nous dire top 5 des cryptos pour 2021, pour 2022, en fait vous prenez au pif dans le top 50 de CoinMarketCap n'importe quel projet et en fait vous avez quasiment autant de chances de faire aussi bien en fait que n'importe quel projet qui va être donné en fait dans n'importe quelle vidéo. Donc ça c'est vraiment pas intéressant. C'est de nouveau ça peut être intéressant pour des projets en fait qui ont des gros fondamentaux, mais j'ai envie de dire que ces projets en fait on les connaît. En fait on les connaît tous. Et c'est pas des projets en fait du top 400, 500, 600. Non. Les projets qui ont des gros fondamentaux, ils sont déjà bien pricés. Ils sont certes intéressants à être investis en fait sur une longue période de temps, bien évidemment. Et bien sûr en dehors des cycles haussiers, parce que sinon vous allez quand même les payer beaucoup trop cher. Donc ça, il faut quand même bien
le comprendre. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va éclaircir pas mal de choses. C'est vraiment durant ces phases de forte indécision, de forte émotion, que c'est important en fait de prendre du recul, de regarder en fait ce qu'on a fait, de regarder en fait les erreurs qui ont pu être commises pour essayer en fait de ne pas les refaire. Aujourd'hui, il y a également beaucoup de personnes qui sont encore un petit peu perdues, qui savent pas trop ce qu'ils doivent faire. En fait, si vous ne savez pas quoi faire, ça veut dire que vous n'avez pas de stratégie. Si vous avez une stratégie, si vous investissez, vous savez en fait ce qu'il faut faire. Si vous faites de la gestion active, je tends à espérer en fait que vous savez ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, ça veut dire qu'il y a un manque de connaissances, il y a un manque de formation, et c'est important pour le coup en fait de se former. Et de nouveau, c'est ce qu'on fait au sein de Club Invest. On essaie en tout cas de former, de donner un maximum de billes d'informations pour qu'après on puisse être autonome et on puisse gérer correctement son portefeuille de crypto-actifs. Allez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans l'espace de commentaires. Et nous, on se retrouve, écoutez, d'ici à une petite semaine où on va plus parler en fait des stratégies à adopter durant les phases de cycle baissier. Je vous dis bonne semaine à tous et à très vite.